Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 29 octobre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de commencer, je voulais remercier tous les abonnés, les personnes qui me soutiennent sur la page Tipeee, les commentaires toujours très sympathiques que j'ai sur la chaîne, donc merci à vous. J'en profite aussi pour rappeler le jeu qu'on pourra jouer dès aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, donc on va simplifier un peu les choses. On va mettre juste une valeur pour aller en finale. Donc choisir une valeur du CAC 40 qui va monter la semaine prochaine. Donc prix d'achat sur la clôture vendredi dernier et le prix de vente, donc ce sera vendredi prochain. Et toutes les valeurs qui seront positives sur le CAC 40 que vous avez choisi, vous serez qualifié pour la semaine d'après. Et là, on pourra choisir la valeur qu'on veut parmi tous les marchés. Alors, on va commencer avec les indices. Un petit point sur le CAC 40. Alors, on a bien dézoomé ici, on voit le CAC. Ici, on a le creux Covid début 2020, la grosse remontée. Et ce qui est important de noter, c'est la volatilité sur le CAC 40. On voit après la grosse volatilité, la chute, la reprise un peu sur le CAC. On voit que les chandeliers, on va zoomer un peu, ils sont pas si gros que ça, même si on a quelques pics de temps en temps, par rapport à ce qu'on a eu depuis le début de l'année 2022, où là on s'est pris quand même des grosses vagues de volatilité. C'est quand même à noter, on le voit ici avec l'invasion de la Russie en Ukraine, et on a continué à avoir comme ça des mouvements vachement erratiques, vachement forts, en allant chercher très haut très vite et très bas très vite aussi. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est les supports. Un support à 5720 qui tient énormément, qui a tenu sur l'invasion de la Russie. Ici, fin février, début mars, on a été recherché, on a frôlé au mois de juin et puis qu'on a encore tenté de tester au mois de septembre. C'est vraiment un support majeur qu'il ne faudra pas lâcher. Et puis les plus hauts qui sont toujours de moins en moins hauts et surtout c'est cette moyenne à 200 qu'on n'arrive pas à repasser depuis février 2022, donc plus de 8 mois. On le voit ici, on casse la moyenne à 200 et puis depuis on est toujours en dessous. On vient la chercher, on met des plus hauts à chaque fois de plus en plus bas. Il y a cette zone aussi des 6582, 6600 pour arrondir, sur laquelle on a buté, qui a coïncidé avec la moyenne à 200 début août, mi-août. Donc tout ça, ça forme une congestion, c'est-à-dire qu'on va chercher les plus hauts toujours de plus en plus bas. Le palier, lui, reste toujours le même, c'est les 5720. Donc une congestion. Alors on était déjà sorti une première petite congestion sur les plus hauts du début de l'année ici avec le rallye de cet été. On a réintégré, mais on a vu que sur la moyenne à 200, ça butait toujours. Donc le CAC toujours en correction et qui a du mal à avoir du positif pour sortir un peu par le haut. Le positif, ce serait déjà un arrêt de l'inflation, un arrêt de la hausse de l'inflation et les taux directeurs qui ont été montés par les banques centrales justement pour juguler cette inflation qui est toujours beaucoup trop importante. On a eu quelques résultats qui ont été intéressants, mais pas partout. On va le voir sur les marchés étrangers, notamment sur le Dow Jones, les résultats qui étaient plutôt pas mal. Donc on l'a vu, le Dow, lui, il a bien rebondi sur son support. Et pareil, il revient tester sa moyenne à 200, mais comme le CAC, il est toujours en dessous ou alors dessus. Et on le voit ici au mois d'avril, il est dessus et il finit par casser. Le fameux rallye de cet été qui s'est terminé mi-août, on a été chercher la moyenne à 200 et puis on réintègre. Et là, à nouveau, pareil, fin octobre, on va attaquer début novembre sur la moyenne à 200. Est-ce qu'on va réussir enfin à la casser pour peut-être amorcer quelque chose de positif ou est-ce qu'on va une nouvelle fois corriger? C'est un peu on est sur le fil du rasoir là et toujours en mode correction. Il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles à part les résultats quand même qui sont un peu meilleurs que prévu. Donc c'est pour ça que le Dow rebondit bien et on va voir que le Nasdaq il a plus de mal. Petit rebond sur support, mais lui sa moyenne à 200 elle est plus haute et le rebond il est beaucoup moins fort. Pourquoi? Euh, Parce que le Nasdaq il est énormément pondéré en tech, donc les technologiques, les valeurs un peu de croissance. Et tout ça, ça est aussi assez tributaire de la publicité. On a beaucoup de grosses valeurs qui gagnent leur argent avec la publicité.
Et dans les périodes comme ça de correction, voire de récession, hein, vers laquelle on va probablement, bah, tous les budgets pubs un peu sont un peu, alors pas supprimés, mais énormément baissiers. On va le voir après sur certaines actions. Donc c'est le cas pour le Nasdaq. Dans cette période un peu de correction, c'est pas une période faste, c'est pas une période de croissance, bah, il a plus de mal que les autres marchés, alors que normalement dans les marchés plutôt favorables, on le voit, il monte beaucoup, voire beaucoup mieux que les autres. Donc là, le Nasdaq a beaucoup de mal, faut le prendre en compte. On va regarder, avant de faire les actions, ça fait un moment, les cryptos avec le Bitcoin. Pourquoi ça commence à redevenir intéressant? Bah euh, pour ce gros phénomène ici d'accumulation, on le voit hein, depuis cet été, hein, le mois de juin, depuis mi-juin, on a atteint les plus bas autour des 17 000, 20 000 environ sur le Bitcoin. Il n'y a plus de vendeurs, on ne vend plus, on descend pas plus bas. On a tenté un peu une petite remontée hein, jusqu'au fin de l'été. On est revenu tester encore une nouvelle fois les 17, 18 000, 20 000, mais on n'arrive pas à aller en dessous. Donc il y a un véritable phénomène d'accumulation, un support qui s'est créé sur plusieurs mois. On le voit ici, hein, et donc peu de vendeurs. Alors, on a déjà cassé la première oblique ici sur les plus hauts historiques hein, du Bitcoin. On se maintient. Les moyennes redescendent. Alors, il nous manque un petit pic de volume parce que les échanges sur les cryptos sont toujours à peu près, sur le Bitcoin, toujours à peu près pareil. Il faudrait une nouvelle poussée, mais là, on n'en est pas loin, dans un phénomène très intéressant qui doit permettre aux cryptos de repartir. On va regarder aussi en hebdomadaire sur les cryptos. Hop. Hebdomadaire, c'est intéressant. Hein, c'est aussi, alors on a éventuellement un petit point plus bas sur les 10, les 12 000, 14 000 qui pourrait permettre, si on va aller chercher, de rebondir rapidement et de relancer la hausse. Mais on voit qu'on est sur un niveau vraiment charnière au niveau des 20 000. Plutôt logique, hein, niveau graphique, niveau analyse graphique. Donc pour une accumulation rationnelle long terme sur le Bitcoin. On va revenir en journalier. On va regarder juste quelques autres valeurs qui sont un peu dans le même cas. On le voit, Avalanche, c'est pareil, gros phénomène d'accumulation. Ethereum est déjà un peu en train d'essayer de repartir, hein. Un peu plus volatile que le Bitcoin. Il a tenté une sortie et puis là, il réattaque aussi pas mal. Petit pic de volume sur l'Ethereum, intéressant. On a Dogecoin aussi. Alors lui, il est déjà parti. On le voit. Grosse baisse, gros phénomène d'accumulation. Il n'y a plus de vendeurs. Et puis là, depuis une semaine, boum, c'est parti. On était sur les 0,06. On est sur les 0,10. Donc la montée, elle est impressionnante. On a pris 74% sur Dogecoin. Peut-être aussi porté par notre ami Elon Musk hein, qui a racheté Twitter. Donc voilà, ça bouge pas mal sur les cryptos, on va pas les faire, c'est tout à peu près le même schéma. Donc oui, c'est probablement le moment de se replacer dans une optique long terme sur les cryptos. On va regarder les valeurs abonnées. Alors BIC, j'en parlais, BIC, moi j'étais sorti ici hein, sur une surchauffe un peu au-dessus de l'oblique rouge, j'en parle souvent, c'est des zones de surchauffe pour laquelle il faut faire attention. Même si on est comme ça dans une belle, dans un très beau graphique orienté vers le haut, on le voit derrière, ça descend, on va zoomer, on casse l'oblique, on réintègre le canal haussier et ensuite, boum, on se prend une grosse chute. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention dans ces graphiques-là, prendre ses plus-values assez rapidement. Alors maintenant, ça pourrait redevenir intéressant à nouveau de re-rentrer sur BIC hein, si on n'y est pas ou si on est sorti. On va attendre quand même que ça se calme parce que la volatilité elle est de retour. Donc à voir si on revient ici, travailler un peu les 55-56 et qu'on repart vers le haut. BIC sera toujours intéressant. Bio-UV Group, ça commence à se tasser, c'est pas mal parce qu'on va tester un peu l'oblique ici sur les plus hauts. Hein, on le voit, ça a méché assez haut en 2020-2021. Là, on revient le tester, on est en train de retourner un peu la valeur. On travaille le support à 5,19. Il faut l'étincelle maintenant pour partir sur BioUV. Il y a un gros pic de volume, un beau chandelier. Mais c'est intéressant, ça se surveille. Mais c'est un peu tôt encore. Il faudra aller chercher les 5,30, 5,40, 5,50
pour vraiment lancer quelque chose. Et puis ça devrait être soutenu par des volumes chargeurs. Chargeurs, c'est pas terrible. Ça descend énormément, on voit. Il y a eu un gap ici autour des 10, il y a eu un gap encore en dessous. On ira peut-être le chercher, hein, tant qu'on n'a pas mis un vrai support. Là, on a commencé un rebond technique, mais alors, pas mal de volume. Mais ça reste quand même très dégradé comme tendance. Et il faut faire attention sur ce genre de valeur. C'est toujours très souvent négatif. Forestia, c'est pareil. Sous les 15,35. Alors là, elles s'en rapprochent des 15,35. Est-ce qu'on va réussir à les chercher? Si on vient les chercher et qu'on se maintient au-dessus, oui, mais sinon on voit que la tendance est énormément négative. Et puis on a encore le support des 9,30, hein, on ne le voit même pas en journalier. Il faut aller le chercher en hebdomadaire. Sur Forestia, il est ici, hein, les 9,30 environ. On va peut-être encore une nouvelle fois tester. Les volumes sont intéressants, mais c'est surtout des volumes à la baisse, hein. Pour l'instant, on se débarrasse de Forestia. Donc c'est un peu risqué de tenter de l'attraper sur un éventuel plus bas. On n'est toujours pas sûr que ce soit le plus bas sur Forestia. HubSpot, alors intéressante, hein, HubSpot, parce qu'elle a un espèce de range ici entre les 260 et les 403. On le voit, hein, il fait alors 36% si on part du plus haut vers le plus bas, et si on part du plus bas vers le plus haut, il est à plus de 55%, on voit 57%. Donc c'est vraiment un range énorme, donc avec beaucoup de volatilité sur la valeur. Mais là, on est en train de tenir, hein, le support des 260. Donc, alors c'est spéculatif quand même, parce que on est en dessous de tout. Mais le support est en train de tenir. Donc il faudrait un nouveau. Alors on a des petits volumes comme ça de manière sporadique, un peu de temps en temps avec des pics. Il faudrait que les volumes reviennent un peu plus soutenus. Mais ça pourrait devenir quelque chose d'intéressant, hein, si on rattaque un peu une zone autour des 300 et plus. ICAD. ICAD, pareil, on est en train de travailler le plus bas ici sur le support à 86. Compliqué d'acheter maintenant. On peut jouer le support ici avec un point de sortie, un stop assez court, hein, si on vient casser le support des 36 environ. Donc oui, petite phase de congestion entre les 36 et les 48. Et puis à voir, donc ça sera probablement pour la fin de l'année, hein, si on a véritablement un signal assez fort sur cette valeur pour lancer quelque chose. Là, on est juste pour jouer du rebond technique pour aller chercher l'oblique, hein, dans cette phase de congestion. Alors oui, il y a un abonné qui nous a parlé d'un ETF. Je fais pas souvent les ETF, un ETF sur l'immobilier, qui est plutôt intéressant. Alors pourquoi? On voit la grosse chute pendant le Covid, ensuite on remonte, hein, comme tout le monde. Et puis à début 2021, un peu comme toutes les actions du CAC, on corrige. On revient tester assez bas. Alors lui, il est revenu carrément tester son plus bas Covid sur les 10 environ. Et ça a été acheté. Ça a été acheté, on le voit, on va zoomer, on le voit depuis un mois, là, fin septembre. Et courant octobre, on est venu travailler le support des 10. Et dernièrement, on a eu le pic de volume ici, c'était mercredi. Mercredi, donc juste avant l'annonce de la BCE. Et depuis, on n'a pas rendu, on continue de monter légèrement. Alors, ça reste un peu spéculatif parce qu'on voit que c'est une tendance qui est énormément dégradée, mais le support est intéressant, le gros pic de volume surtout à voir, et le support qui est joué. Donc, oui, c'est un ETF qui pourra probablement être intéressant à jouer maintenant. Donc, ETF sur l'immobilier, puis toujours à surveiller le support, hein, sur les 10 si on casse. Ça risque d'être compliqué, mais on voit que sur les 9,30, 9,50, ça a été racheté. Meta Platform, donc Facebook, c'est ce que je disais en préambule sur le Nasdaq. Beaucoup de valeurs tech comme ça qui dépendent énormément de la pub vont être un peu massacrées parce qu'on est dans une période où on va un peu couper tous les surplus, tous les investissements qui ne sont pas vitaux et nécessaires. Donc Facebook va en pâtir forcément. Mais ça reste une bonne boîte et qui est quand même un peu leader sur pas mal de marchés et qui a fait des achats intéressants parce qu'ils ont acheté plein d'autres boîtes. Donc le timing il est pas bon.
Actuellement, sur Meta Platform, qui était monté très haut et qui a été complètement massacré, on voit on était carrément en dessous du plus bas Covid. C'est pas étonnant hein, au niveau de l'entreprise, hein, qui est normalement tributaire de la publicité. Elle a fait un petit gap, on voit gap baissier, hein, elle a annoncé des résultats qui ont été très mal accueillis. Elle a un support ici, alors on le voit pas pareil en journalier, on va aller voir en hebdomadaire. La méta plateforme, c'est cette zone-là, 90, voire les 72. Je pense qu'à long terme, ça peut être une zone très intéressante pour se placer en long terme sur méta plateforme. Une zone qui pourrait être travaillée. Donc on va laisser le titre un peu descendre comme ça, travailler tout le mois de novembre, voire la fin de l'année. Et puis sur des niveaux entre 72 et 90, si on voit un début de retournement, ça pourrait être pas mal d'investir sur Facebook. Maintenant, c'est trop tôt à mon sens. Et il y a encore une phase de correction qui devrait durer jusqu'à la fin de l'année, certainement à fin 2022. Donc se replacer sur cette valeur fin 2022, début 2023, ou sur des signes de reprise assez importantes. Michelin, ils sont bien, ils ont annoncé leurs résultats. Alors, après l'annonce de leurs résultats, on a eu un gros gap baissier à l'ouverture, hein, parce qu'on était sur les 25,40, on a ouvert sur les 23,70, donc grosse baisse, mais ça a été racheté durant la journée, on n'a fait que monter. Le lendemain, on a monté aussi, le surlendemain, on continue de monter, donc plutôt bien. Pas de retournement, mais on a stoppé la chute sur Michelin, une chute qui a vu le titre perdre plus de 40% de sa valeur, donc c'est plutôt bien. Les volumes sont là, hein, après une période un peu de temporisation. Des volumes constants, donc oui, Michelin, très intéressant. Pour la suite, alors tout n'est pas ouvert, parce qu'il faudra rattaquer les 27 et les 30, surtout pour Michelin, pour être bon sur du long terme. Mais déjà là, en phase de court terme, de rebond, on est très bien orienté. Nacon, j'en avais parlé sur ma page. J'avais dit, hein, c'est les trois, sous les trois, fallait quitter la valeur. On avait tenté les résultats. Les résultats qui n'ont pas été terribles. Et surtout, on a eu encore l'annonce du report, un report du jeu euh, Lord of the Ring Gollum, qui est très attendu et qui devrait normalement être énormément vendu. Nacon, c'est l'éditeur, et qui devrait en profiter. Alors, on l'attendait pour la fin 2022. Il a été reporté, donc 2023. Cela dit, ça reste un éditeur avec un cahier de jeu assez intéressant et qui devrait, fin 2022, début 2023, réengranger pas mal d'argent. Donc, vu la baisse qu'il a connue, je pense que ce serait intéressant, pareil, de se placer sur Nacon ou la maison mère, hein, Big Ben Interactive, pareil à la fin de l'année. Donc à surveiller, c'est un titre qu'on va surveiller ces prochaines semaines en fin d'année pour peut-être se placer long terme dessus. On voit, on a aussi une alerte sur l'oblique RSI. Le jour où on va casser, hein, certainement fin novembre, début décembre. Euh, Bonne pioche. Netflix, toujours, moi je suis toujours positif hein, sur Netflix. On a le signal d'achat ici, on est rentré sur le gros range hein, avec un petit gap à l'ouverture, un gap haussier. On a cassé la moyenne à 200, on est en train de retourner. Netflix qui a annoncé des abonnés en hausse hein, après la chute due à la réouverture des confinements hein, qu'on a eu tout 2021-2022. Netflix s'est bien repris, a retrouvé beaucoup d'abonnés. Donc le titre qui avait été massacré, trop massacré à mon sens, hein, parce qu'on avait perdu 76%, c'était beaucoup trop. Là, on revient bien. On acte peut-être un retournement et peut-être un retournement long terme aussi sur Netflix. Très bonne valeur, hein. Contrairement à d'autres valeurs tech et Nasdaq, Netflix, ils s'en sortent plutôt bien. Donc, c'est ça aussi, aller chercher les leaders de marché, les leaders qui performent par rapport à d'autres actions du même secteur. Et je pense que Netflix, ils sont plutôt dans le haut du panier. Nexity, ils sont sur support ici, le support du plus bas Covid à 18,96 environ. Ça a été testé, on a rebondi dessus, mais c'est toujours compliqué. Donc pareil, on a une petite phase de congestion. Donc si on veut tenter Nexity, ce serait sage d'attendre mi-novembre, de voir ce qui va se passer ici dans cette phase de congestion, puisque là on arrive vraiment à la fin, pour voir si on commence à tenter un retournement.
ou alors au contraire si on va encore enfoncer le support un peu plus bas. OVH, alors OVH j'en avais parlé lors de l'introduction, hein, c'était l'année dernière, au début de la chaîne, et j'avais dit, moi j'étais très négatif sur OVH, parce que j'avais eu déjà plusieurs expériences assez, assez négatives. On va pas tourner autour du pot, hein, leur architecture réseau c'est de la merde. Et alors à moins qu'ils engagent de nouveaux ingénieurs et qu'ils changent à peu près tout sur leur entreprise, hein, c'est très mauvais. Donc on voit que l'introduction s'était plutôt bien passée. Ça avait monté, hein, on était introduit autour de 17-18, on est monté jusqu'à 28, et puis après, correction, grosse correction, c'est survalorisé. Donc ça baisse énormément. Alors ici, on a arrêté la baisse, on a cassé les 12,9. J'ai fait un petit tour quand même sur les chiffres, hein, de l'entreprise au niveau fondamental. C'est mauvais, c'est très mauvais, donc ça explique la grosse baisse et la continuation. Et même malgré ce petit rebond qu'on a eu dernièrement, moi j'investirais toujours pas sur OVH parce qu'elle fait pas d'argent OVH et c'est une entreprise assez mauvaise, hein, médiocre pour ma part. Voilà, on va pas s'attarder plus. Pfizer, compliqué parce que grosse phase de correction et puis on a cassé ici, on a eu une belle phase de convergence de pas mal de choses, hein, de toutes les moyennes, des obliques, des fixes ici au niveau des 50, et puis ça a cassé, on voit on n'arrive pas à repasser au-dessus, on a des plus hauts de plus en plus bas. Mais malgré le beau run, hein, ici depuis mi-octobre, sous les 50 c'est pas bon, hein, Pfizer, qui a énormément profité du Covid, maintenant qui se tasse un peu. Euh, non, non, sur Pfizer, tant qu'on ne dépasse pas les 50, faudra à mon sens éviter. Safran, alors moi je joue le bas, hein, sur Safran, je suis en short sur la valeur. Elle a dépassé un peu ici son oblique. Elle est dans le haut. Alors, elle était hors des Bollinger, on le voit pendant sa poussée. Là, elle est réintégrée. Euh, Moi, je pense toujours qu'il va y avoir une correction qui va se mettre en place pour très bientôt. Là, on est en surachat, hein, depuis déjà pas mal de temps, quasiment une bonne semaine. On a mis quand même des plus bas ici. C'est à noter, hein, le plus bas sur les 109 sur Safran. Ça annonce peut-être, alors c'est pas encore annoncé par un chandelier, mais probablement début de semaine prochaine, peut-être une étoile qui nous annoncera, pardon, la fin de cette belle séquence haussière. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça commence à s'essouffler quand même sérieusement sur Safran. Alors, faut éviter toujours de jouer contre le marché. Pour l'instant, c'est haussier, mais si on regarde clairement la valeur, il faudra qu'elle se maintienne au-dessus des 110 pendant pas mal de séances pour annihiler un peu cette phase baissière qu'elle a initiée depuis plus d'un an. Technip Énergie, c'est pareil, on est sur le haut et on voit on n'arrive pas à dépasser, hein, les plus hauts sur les 14,30, les 13,6, les 13,4, maintenant les 13. On n'arrive pas, donc plutôt un biais négatif. Le point positif, c'est que les plus bas montent aussi, hein, sur les 8, les 10, les 11. Donc phase de congestion. Mais si on regarde les volumes, c'est toujours plutôt vendu, hein, quand on arrive ici avec des gros pics de volume qui sont à la vente. Donc Technip, on irait plutôt un peu vers retrouver les moyennes mobiles avant de repartir, donc négatif. Thales, c'est pas forcément une bonne chose que ça monte parce que ça veut dire que la guerre en Ukraine, hein, n'est probablement pas finie, et puis la guerre sur les autres théâtres d'opération aussi, parce qu'il n'y a pas cette guerre-là malheureusement. On revient ici sur résistance à 129. On a bien rebondi ici sur la moyenne à 200 et puis on est reparti. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on va surveiller ce qui va se passer en Europe de l'Est, mais Thales, toujours bien orienté, hein. Elle avait ici une phase de congestion durant le mois de septembre-octobre et elle est en train de repartir vers le haut. Donc bonne nouvelle pour les actionnaires de Thales, pas forcément pour les autres valeurs du CAC.
Il va falloir se méfier. Twitter, on l'a dit, hein, Elon Musk qui devrait finaliser l'achat, donc la spéculation est finie, parce qu'on est sur des valeurs autour de 52-54, je crois, de mémoire. C'est dans ces eaux-là, donc ça ira certainement pas plus haut sur Twitter, hein, qui devrait être retiré du marché. Autour de 52-54 dollars. Vallourec. On va le regarder tout à l'heure, Vallourec. Valneva, oui, gros support ici sur Valneva. Hop, en rouge, sur les 7,14. Hop, en rouge, pourquoi? Parce on l'a cassé à la baisse ici. Avec un gap au mois de septembre, on casse à la baisse et puis on n'arrive pas à revenir. Donc Valneva très négatif, hein, on le voit, ça avait bien profité du Covid aussi. Et puis le Covid est fini, on revient sur une valorisation plutôt normale autour des 6,7. Il faudra une bonne nouvelle, qui serait une mauvaise nouvelle pour nous, hein, parce que c'est le secteur de la santé, c'est pas forcément très bon, Valneva, ou alors qu'ils sortent un médicament intéressant, mais plutôt négatif, hein, sur Valneva, quand on voit ici qu'on est en dessous du support et qu'on n'arrive pas à aller le chercher. Et Walmart, il y avait aussi un abonné, hein, qui la surveillait. Elle a cassé ici, donc on l'avait dit, si on cassait ici, qu'on a attaqué la moyenne à 200 sur les 135, c'était positif. Bah, j'espère qu'elle l'a pris, parce que depuis ça fait que monter, on est sur les 141 avec le gap baissier qui avait été créé au printemps-été sur les 145, donc on ira probablement aller le chercher et le combler rapidement. Les signaux. Et oui, avant les signaux, on a Amazon qui a annoncé des résultats pas terribles. Donc toujours en correction, ça a fait un gros gap baissier, ça a été racheté en partie. Moi j'ai pris une petite ligne sur Amazon, c'est un peu tôt, mais je me suis déjà placé sur une ligne autour des 100. On le voit en hebdomadaire. Amazon, ils sont sur support ici sur les 100. C'est vraiment une zone intéressante. Alors ça pourrait éventuellement descendre un peu, hein, sur les 85-90. Mais Amazon, ça reste quand même un leader de marché. Et la possible récession qu'on va avoir ne devrait pas les impacter tant que ça. On a les chiffres aussi fondamentaux. Vous regarderez qui sont plutôt bons, hein, sur la valeur. Donc là, la chute, l'après-correction sur Amazon me semble aussi un peu excessif, hein. Retrouver les 100, donc c'est une bonne porte d'entrée à mon avis, pour une première ligne. Après, on attendra pour compléter sur une deuxième ligne plus tard. Voir si le titre va un peu tergiverser ou pas, jouer son support. Mais je pense que j'y reviendrai après, soit plus haut, soit plus bas. Mais Amazon, ça reste une excellente boîte sur laquelle on aura de bonnes surprises pour 2023. Avancium, il continue de monter en escalier gentiment. On a eu le signal d'achat ici sur cassure de l'oblique sur les 3,30. Donc toujours positif sur Avancium en achat. Biomérieux, on l'avait dit, un mèche haute ici et sur objectif, donc signal d'achat un peu qui prend un peu du plomb dans l'aile. Support, stop loss, pardon, autour des 88. Biomérieux, on va probablement prendre ses profits, hein, si c'est pas déjà fait. Si on vient à casser les 88, 88,3, il faudra oublier. On peut espérer une nouvelle poussée aussi, donc c'est pour ça qu'on va jouer avec un stop loss sur ces niveaux-là. InPost, c'est spéculatif, on attend que ça parte, mais c'est pas loin ici, ça fait un retournement. Il nous manque les volumes, il n'y a pas de volume sur InPost, c'est pour ça qu'on est dans un range depuis un moment, depuis le printemps dernier. Le jour où on a la détonation, on se passera sur cette ligne intéressante. NESR, toujours on a mis un signal d'achat, le breakout, là on est en train de faire pullback. Sur signe de reprise, on aura éventuellement une troisième ligne, hein, à mettre, parce que moi j'avais mis une première ligne ici, une deuxième ligne sur cassure des 7,45, et la troisième position de ligne, hein, sur une reprise, donc sur pullback. Peut-être ici sur les 7, ou avant ou après, on verra. En tout cas, les volumes sont toujours là, on se maintient. Donc, moi, je suis toujours très positif sur NESC, hein. Netflix, on l'a déjà fait. Nvidia aussi, Nvidia intéressant, ils ont cassé ici une zone. C'est la zone des 133.
Et ils sont allés travailler énormément ici leur zone d'achat sur les plus bas, hein. Donc c'est des zones d'investissement long terme sur les 116. C'est en train d'être acheté et on est en train de rebondir dessus. Donc Nvidia, même si c'est à la baisse, ça peut être une porte d'entrée plutôt pas mal pour se placer. Spéculatif aussi parce que c'est pas, on n'a pas véritablement de signal d'achat sur Nvidia, c'est à la baisse, mais c'est toute cette belle zone ici qui est travaillée, qui est achetée, qui avait déjà été travaillée et achetée plus d'un an auparavant. Ça peut nous montrer quand même des signes de reprise sur Nvidia. SMCP, ils font de belles choses. Il faudra casser les 660, 670. Mais ils ont fait déjà beaucoup de choses. Ils ont fait quoi? Ils ont cassé leur oblique ici de correction. Donc, échec sur la moyenne à 200, faux départ, on réintègre l'oblique comme souvent. Et là, on repart. Et donc, on en est là. On est sur les mêmes niveaux à peu près. On a cassé la moyenne à 200. Donc ça, c'est positif. On a été chercher le support hein, sur les 4,74. Il faudra casser les 6,6, 6,7. Mais elle est en train d'acter un retournement SMCP. Elle est pas loin. Donc le jour où on revient sur ces zones-là, 6,6, 6,7, oui, il faudra acheter SMCP. Vallourec, pareil, un signal d'achat en cours, on a cassé l'oblique, on est toujours au-dessus de tout, même si on a rendu 3%. Ça remet rien en cause, hein, c'est au contraire, si vous l'avez raté, ça vous donnera un meilleur prix d'achat probablement ici sur Vallourec, qui devrait bien profiter aussi de la fin de l'année 2022. Veralia toujours en hausse, hein, même si ça s'essouffle un peu, c'est intéressant. Donc j'avais déjà dit hein, sur Veralia, on peut mettre un stop sur la moitié de la position et puis laisser l'autre moitié vivre. On va surtout regarder la moyenne à 20 jours pour sortir. Et Vinci toujours plus haut. Il met des petits gaps un peu partout, Vinci. On est au-dessus de la moyenne à 200. On peut éventuellement remonter les stops hein, ou vendre sur objectif. Alors l'objectif final sur Vinci, il était là, hein, autour des 100. Non, il était là autour des 95, pardon. Oui, 95, 96. Donc là, on commence à s'en rapprocher énormément. Compliqué de rester. On a fait une belle montée hein, sur Vinci. On avait le signal d'achat ici, autour des 84-85. On est à 10%, on est un peu loin d'un mois. Ou alors, si on est optimiste et qu'on voit le titre un peu continuer, on peut monter les stops entre 89 et 91, à voir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, pour le jeu la semaine prochaine. Donc jouer avant dimanche soir. Mettez aussi en commentaire d'autres valeurs que vous voulez qu'on analyse. Ou des questions sur la bourse en général, le trading. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, pour être au courant de toutes les vidéos. Vous aurez une notification YouTube à chaque fois qu'une vidéo sort. Bon trade, à plus!